Monsieur le sous-préfet, Monsieur le président du conseil départemental, cher Germinal, Monsieur le président de la communauté de communes Île-Loup-au-Vézère, président de l'Union des maires de la Dordogne et premier vice-président du conseil départemental, Monsieur le conseiller départemental délégué à la citoyenneté et à la mémoire, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les habitants de Chervé-Cuba, chers amis, parents, proches et alliés de nos 8 martyrs, c'est animé par une très grande émotion et une très grande compassion pour nos 8 victimes que nous pouvons enfin célébrer cette cérémonie. Pour certains d'entre vous, vous êtes venus de loin, de Toulon, de Marseille, d'Alsace et de Paris, et pour d'autres, bien sûr, de nombreuses communes du département. Votre présence si nombreuse pour assister à cette cérémonie témoigne de cette blessure insoutenable que vous conservez, comme nous, au plus profond de votre cœur. Aujourd'hui, 81 ans après, Chervé-Cuba se retourne sur son passé pour regarder en face l'un des événements les plus dramatiques et les plus tragiques de son histoire. Alors que je suis né ici, en 1946, un an après la fin de la guerre, et que j'ai passé la totalité de ma vie à Chervé-Cuba, je n'avais connaissance que d'éléments très parcellaires concernant les familles juives venues y trouver refuge et asile. Ces bribes d'histoire, je les tenais de ma famille, et surtout de mon grand-père, qui fut maire de Chervé-Cuba pendant la guerre. Il porta aide et assistance aux maquis, en particulier avec la faculté de médecine de Strasbourg, établie à Clervivre, qu'il fréquentait tous les jours. Nombreux sont ceux qui m'ont confié qu'il fabriquait de faux papiers. J'étais à l'époque bien trop jeune pour retenir ce qui m'était confié. Et ce n'est que bien plus tard que ma tante, sa fille, me dit que lorsque les Allemands arrivèrent à Chervé, il se déplaça et alla vers le bourg. Et là, il croisa le véhicule qui transportait Jacques Rosinski. Et c'est là qu'il raconta que Jacques Rosinski, lorsqu'il vit mon grand-père, lui fit un signe de tête et des larmes coulaient le long de ses joues. Et c'est de même, il y a très peu de temps, peut-être un an, que j'appris que la femme de Jacques Rosinski fut la marraine d'un de mes copains d'enfance, Jean-Marc Peset. Je ne le savais pas, je l'ai appris qu'il y a un an. Ce fut, il y a quelques années, la découverte du livre de Bernard Reviriego, Les Juifs en Dordogne, 1939-1944, qui constitua pour moi une découverte bouleversante. Je contactai immédiatement Bernard Reviriego pour lui faire part de mon intention de sortir de l'oubli le sort de ces 3 familles juives en installant une plaque à leur mémoire. Et c'est avec justesse qu'il me répondit que cette commémoration ne pouvait se faire sans rechercher, sans retrouver parents, proches et alliés. Cette recherche m'a paru alors bien trop difficile à réaliser. Et c'est avec amertume que j'ai vu passer les années. L'arrivée récente au conseil municipal de Rémy Durens, agrégé et docteur en histoire, fut un immense soulagement, car, à ma sollicitation, il accepta immédiatement. Et c'est avec un travail minutieux, méthodique et rigoureux d'historien qu'il put mener à bien ses recherches. Je veux l'en remercier chaleureusement. Nos 8 suppliciés font partie des 75 à 80 000 juifs de France déportés à Auschwitz. Ils font donc partie des 6 millions de juifs d'Europe assassinés au cours de la Shoah. Les enfants princes, Alfred et Ignace, furent gazés avec leur mère à Auschwitz. Ils font partie du 1,5 million d'enfants assassinés par les nazis. Ils avaient 10 et 12 ans. La barbarie des nazis n'avait aucune limite.
Ils furent tous victimes d'un ratissage minutieux et monstrueux, organisé par le régime nazi d'Hitler, avec l'aide du régime de Vichy et de ses dénonciateurs, zélateurs des basses œuvres. Et l'on peut dire, voilà ce que des hommes ont pu faire à d'autres hommes. Voilà ce que mes semblables ont fait à mes semblables. Voilà ce dont l'espèce humaine est capable. Nous ne pouvons qu'éprouver une immense compassion pour ces victimes innocentes. Avec ces témoignages recueillis, avec ces photos retrouvées, avec cette stèle érigée, avec ces 8 noms gravés dans le marbre, ces martyrs resteront à jamais dans nos cœurs et nos pensées. Je veux citer 2 vers tirés du poème de Paul Celan, qu'il écrivit en 1945, « Fugue de mort ». Votre fumée montera vers le ciel. Vous aurez vos tombes dans les nuages. Ce ciel d'Auschwitz, où plus d'1 million de juifs et de tziganes ont rejoint les nuages. Ils furent les victimes innocentes de monstres fanatiques et décérébrés par l'idéologie vénéneuse et haineuse du nazisme, qui prend ses racines dans l'antisémitisme, le racisme et la xénophobie. Faisons en sorte de ne jamais oublier l'horreur de la Shoah et de l'Holocauste. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. N'oublions jamais Lina Krapati et ses 2 filles, Rosa et Cécile. N'oublions jamais Jenny Prince et ses 2 enfants, Alfred et Ignace. N'oublions jamais Rivka Rebecca Rosinski et son fils Jacques. Ils ont été assassinés parce qu'ils étaient nés juifs. Ils ont été tués parce qu'ils étaient nos frères. Ils ont été assassinés et c'était nos sœurs. Avant d'en terminer, je veux remercier l'ensemble du personnel de la commune et l'ensemble du conseil municipal. Ils ont tous œuvré pour que cette cérémonie puisse avoir lieu. Merci. Je ne ferai pas d'introduction protocolaire, je tenais simplement à dire que j'étais très sensible et très honoré par l'invitation qui m'avait été faite aujourd'hui. Et je saluais chaleureusement l'ensemble, bien sûr, des personnes ici présentes, et tout particulièrement les familles des victimes. Leur présence nous rappelle en effet que l'histoire n'est pas seulement une science ou un concept abstrait, mais une réalité incarnée qui se rappelle aujourd'hui à nous avec force. Même 81 ans après les faits, cela prouve que rien ne peut empêcher que soient enfin ramenées dans notre mémoire collective ces victimes. Rappeler la Shoah est un exercice toujours difficile, on le sait bien, et nous pouvons être reconnaissants envers la municipalité de Chervé-Cuba de la décision qu'elle a prise. Et je me souviens moi-même avec émotion de la visite que me fit M. Kerois, c'était en 2012. Je travaillais alors aux archives départementales de la Dordogne et nous avions effectivement discuté de ce projet sur la base des noms des victimes et des événements que j'avais relatés dans mon ouvrage sur les Juifs en Dordogne durant la Seconde Guerre mondiale. Je salue également mon ami derrière moi, Rémi Durins, pour sa ténacité et pour l'ampleur des recherches qu'il a menées et dont on a vu le bouleversant résultat. Leur engagement n'a que plus de sens dans la période confuse que nous vivons. Pour les familles, cette stèle constitue une forme de réparation par rapport à un triple oubli, pour ne pas dire une triple mort. Les victimes, comme le disait Celan, anéanties à Auschwitz-Birkenau et dans les autres camps d'extermination nazie, n'ont pas de sépulture. Par ailleurs, souvent, ces victimes ne font l'objet d'aucun acte de décès dans les registres d'état civil de leur dernière commune de domiciliation, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais morts administrativement. Et enfin, on le constate ici même, elles sont souvent désespérément absentes des monuments aux morts et des stèles. Et Dieu sait s'il reste encore des stèles à faire. C'est ainsi que ces disparus
échappent au temps des commémorations officielles et qu'ils ne vivent que dans le cœur et le souvenir de leurs proches, au rythme de leurs horloges internes, pour un deuil parfois sans fin, une douleur qui se transmet de génération en génération. Douleur, car oubli et mémoire sont les deux faces d'un paradoxe si bien exprimé par Michael Gluck, qui a écrit la phrase suivante, et je le cite, « La mémoire ne nous sauve pas de la mémoire, mais l'oubli nous tue. » Les 8 personnes nommées sur la stèle ont été victimes, nous l'avons vu, de la division Bremer. Une division dont le passage impacta notre département dans les proportions aussi terrifiantes que le fit la division d'Asreich à Oradour, faisant en quelques jours seulement plusieurs centaines de fusillés et de déportés. La population juive, par familles entières, fit l'objet d'un acharnement inouï, et nous en avons la preuve ici même aujourd'hui. Et de fait, notre beau département, s'il fut une exceptionnelle terre d'accueil pour les étrangers et les réfugiés, fait également partie de ceux qui ont le plus souffert de la répression, de l'occupant nazi et de la collaboration. Il est aussi l'un de ceux qui a fourni à la fois le plus de résistants, mais aussi le plus de justes parmi les nations en France. Ces stèles constituent donc des lieux de mémoire essentiels et d'indispensables jalons de l'histoire de cette période, qui ne saurait être ni oubliée, ni manipulée par les uns ou par les autres. Elle nous oblige vis-à-vis des victimes, mais aussi de l'avenir. Et je vous remercie pour votre attention. Comme l'a dit Monsieur le maire, quand il m'a confié un peu cette mission, je m'y suis investi avec cœur et obstination, on va dire. Cela n'a pas été une tâche facile, car au départ, il n'y avait effectivement que des noms, ceux listés dans les ouvrages de Guy Penaud et de Bernard Reviriego. Il a fallu envoyer des courriers à tous les homonymes Prince en Alsace, puis rechercher par déduction des noms sur les réseaux sociaux et les annuaires, écrire de nombreux messages, téléphoner pour enfin faire mouche, notamment avec Marc Princk, Benoît Duranel, Jacques Rosinski. Alors les pulses des familles, qui n'avaient pas oublié, ont fini par se reconstituer. Quant aux Krapati, certains, après la guerre, n'avaient pas vraiment quitté la Dordogne. Notamment André Dédé, si dynamique, qui est revenu en tant qu'instituteur dans notre commune et qui, bien qu'ayant toujours été discret sur ce sujet, a fini par me confier ses origines et m'orienter sur les autres membres de sa famille, dont sa sœur Janine ou sa cousine Michel. Si bien qu'il a été possible de reconstituer aussi leur parcours et leur tragique destin. Ceci fait, comme vous l'avez vu, je me suis attaché à reconstituer le plus précisément possible ce qui s'est passé non seulement pour les victimes elles-mêmes, les 8 de Chervé-Cuba, mais aussi tous les autres membres de la famille qui, pour de nombreux parmi eux, étaient en Dordogne. Je remercie l'écho favorable que j'ai reçu de ces personnes que j'ai contactées pour leur aide précieuse, pour leurs archives, pour leurs documents et bien sûr pour leur présence ici. Il a fallu consulter de nombreux documents dans la commune, aux archives départementales, mais aussi aux archives de la Défense à Vincennes, à Châtellerault, à Caen, ainsi qu'à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui nous a même donné une subvention et qui nous gratifie d'une couronne ce soir, le mémorial de Drancy et les archives nationales de Perfit-sur-Seine. Dans ce travail de recherche, je remercie tout particulièrement Françoise Prince et son mari, bien que non apparentés aux victimes, qui très généreusement, en tant qu'Alsaciens, ont consulté fort utilement les archives de la ville de Strasbourg, celles du département du Bas-Rhin, et ont écrit à des associations, à la municipalité de Gotha, en Allemagne, et aux archives militaires suisses. Des remerciements également aux bénévoles. Marie-Emma Prado m'accompagne pour son aide précieuse et ses relectures. Les personnes impliquées dans l'histoire locale pour leurs informations
comme Martine Marquet, Monique Masséna, Pierre Cotterich, Pierre Thibault, etc. J'en oublie sûrement. Remerciements enfin aux témoins de l'époque, il y en a, comme Jean-Pierre Merlot ou Paulette Anglade, ici présente, à des descendants des familles habitants de la commune, comme Jean-Marc Peset, Jean-Marie Quéroy, Geneviève Lechat, Martine Hamelin, Michel Géraud ou Jean-Claude Bugeaud, et j'en oublie bien d'autres avec qui j'ai eu d'intéressantes conversations. En ce 6 septembre 2025, je déplore des coïncidences malheureuses, comme si une page, maintenant écrite, devait se refermer. André Crapati, le neveu des victimes Rose et Cécile, est décédé il y a 2 mois. Et l'épouse de Jean Princk, il y a à peine 3 semaines. Les coïncidences malheureuses sont aussi le contexte international, la guerre en Ukraine, qui rappelle leurs origines, et aussi la guerre au Moyen-Orient, et la remontée inquiétante de l'antisémitisme. Il est bon de rappeler que ce qu'il s'est passé chez nous, il y a 80 ans, est tout à fait spécifique, qu'Israël n'existait pas, que les Juifs français étaient des citoyens comme les autres, ou que, même s'ils étaient étrangers et réfugiés dans notre pays, ils se sont intégrés sans problème, et beaucoup se sont volontairement engagés, comme vous l'avez vu, dans l'armée française, ou même dans la résistance pour défendre notre pays. De tout cela, il faut tenir compte, et on ne doit pas oublier. Merci. Déposer les gerbes. Je demanderai à un des descendants, un des proches, de m'aider. Oui. Si on peut respecter une petite minute de silence. Bonjour à tous. Je suis la fille de Jacques Rosinski, petite-fille de Maurice Rosinski, l'arrière-petite-fille de Rivka et petite-nièce de Jacques et d'Armand. Donc Rivka et Armand, comme on a pu voir, ont été tous les deux donc déportés en camp de concentration à Auschwitz, d'où ils ne sont jamais revenus, et Jacques a donc été fusillé à Brantôme. J'aimerais remercier tous ceux qui ont permis cette commémoration aujourd'hui, en particulier Rémi Durins, dont le travail de recherche m'aura permis d'en savoir beaucoup plus sur mes ascendants et ce qu'ils ont traversé durant cette période sombre de l'histoire. Merci également à cette charmante commune de Chervé-Cuba et à ses habitants de les avoir accueillis en ce temps-là. Cette stèle qui leur rend hommage aujourd'hui permettra aux générations futures de ne pas oublier. Comme mon arrière-grand-mère Rivka, j'ai moi-même 3 garçons, Sacha, Alexis et Gabin, et je sais qu'ils continueront à faire vivre leur mémoire. Mon père, fils de Maurice, petit-fils de Rivka, neveu d'Armand, de Jacques, n'a pas pu être présent parmi nous aujourd'hui. Il aurait vraiment beaucoup aimé être là. Il m'a donc confié son discours que je vais vous lire. Donc, Monsieur le maire, Monsieur Pierre-François Veil, Monsieur Jacques Ranoux, Monsieur Jean-Marie Quérol, Madame Corinne Ducrot, Monsieur Bruno Lamonnerie. Je tiens à vous remercier pour ce moment de souvenir en hommage aux victimes juives de votre commune Chervé-Cuba, raflées et déportées en 1944. Un grand merci également à Monsieur Rémi Durins, conseiller municipal et historien, pour son merveilleux travail. J'aurais aimé être aujourd'hui parmi vous avec ma famille, mais hélas des problèmes familiaux m'en ont empêché. Je vous promets de me recueillir devant cette stèle si importante pour moi dès que possible et avoir le plaisir de rencontrer certains d'entre vous. Ce jour, j'ai une pensée particulière pour ma grand-mère Rivka Rajinski, déportée à Auschwitz et jamais revenue. Mes 2 oncles que je n'ai hélas jamais connus, Jacques Rosinski, fusillé à Brantôme et dont le nom est gravé sur le monument des fusillés également, et Armand Rosinski, capturé par les Allemands lors d'une mission, transféré à Drancy puis déporté. Lui aussi n'est jamais revenu.
Et bien sûr, une pensée toute particulière pour mon père adoré qui a sauvé des résistants, des enfants, lui aussi, arrêté en 1944, transféré à Drancy et libéré par les Alliés. Il est décédé à l'âge de 65 ans des suites des séquelles subies dans ce qu'on appelait la baignoire de la Gestapo. J'ai appris beaucoup de choses grâce au super travail de Rémi Durins, car mon père a toujours occulté ces faits douloureux. Mais aujourd'hui, je le comprends. Paix à ton âme, papa, et à bientôt. Merci, monsieur Pierre-François Weil. Grâce à des personnes comme vous, le devoir de mémoire continue d'exister plus de 80 années après. Un grand merci. N'oublions jamais non plus que, hélas, l'antisémitisme revient en force et n'oublions pas que nous sommes tous des enfants d'Israël. Encore un grand merci à vous tous, de la part de Jacques Rosinski. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est avec beaucoup d'émotion aujourd'hui que je me présente devant vous. Donc je suis le fils d'André Crapati, le petit-fils donc de Alex Crapati, qui était donc le frère de Rosa et Cécilia, et le fils donc de Lina. Et c'est un grand honneur aujourd'hui pour moi de vous adresser ces quelques mots. Tout d'abord, je tiens à remercier les autorités ici présentes, remercier également tout le travail de recherche, mais également le maire de la commune, M. Kérois, qui a eu donc cette initiative-là avec le gros travail qu'a effectué M. Durins, ce travail de recherche, d'investigation, ce travail assez colossal qui a été fait pour essayer de retrouver le mieux possible tout ce qui s'est passé pour que la mémoire de nos aïeux soit pérennisée. Je crois qu'il est important en 2025 de pouvoir transmettre, de pouvoir recevoir et également de transmettre aux nouvelles générations tout ce qui s'est passé pour qu'il y ait une courroie de transmission qui se pérennise dans le temps. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on revient ici excuser ma maman, donc Huguette Crapati, née Masséna, qui est aussi donc originaire de ce village, et toute la famille ici présente, l'excuser parce qu'elle vit à Nice et elle est veuve depuis peu de temps. Mais je suis venu aujourd'hui avec ma tante Janine, donc qui est la sœur de mon père André, et également ma sœur Laurence, qui est venue donc de Nice. C'est montrer l'importance que vous êtes là toutes et tous, et la présence nombreuse démontre l'intérêt que vous portez pour ce moment important de commémoration. Et je crois qu'il faut se souvenir, il faut surtout rester dans l'humilité de respecter la diversité humaine et la diversité des différentes communautés qui composent la société. Je crois que ce respect-là, il est important, et dans cette société moderne, eh bien, c'est important de pouvoir à un moment donné être vraiment dans l'ouverture d'esprit et surtout l'acceptation et l'accueil de ce que l'on peut recevoir de l'autre. Car ce que l'on reçoit de l'autre, eh bien, c'est beaucoup de choses qui nous permettent de grandir à l'intérieur. Merci encore d'avoir organisé cette cérémonie, et c'est avec beaucoup d'émotion mais aussi un grand plaisir de revenir dans cette commune de Chervé-Cuba. Merci à toutes et à tous, et merci encore pour l'organisation. Merci à toi. C'est assez incroyable. Je ne connaissais pas l'existence ni de Tini, ni d'Ignace, ni d'Alfred. La douleur était tellement grande dans notre famille qu'on ne parle de rien. Merci à tous ici, car ils m'ont permis de faire revivre cette partie de la famille qui a disparu. Merci à tous, parce que aujourd'hui, on s'aperçoit, on se rassure que la France n'est pas celle qu'on peut présenter dans certains journaux, dans certains médias. Ici, on oublie les méchants, on oublie les truands, on oublie tout ce qu'il y a de mauvais, et on retrouve tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de bon. Et je trouve ce moment absolument extraordinaire. Et si nous avons amené, mon frère et moi, et nos compagnes,
une gerbe à la mémoire de nos petits cousins, de notre tante Jenny. On la dédie aussi à toutes les autres familles, ici et ailleurs, qui ont été arrêtées, torturées, massacrées, gazées, carbonisées. Et merci, je les embrasse tous. C'est vraiment l'occasion de les embrasser. J'en suis très heureux et merci à vous tous. Et les premiers mots que je voudrais dire, ce sont les mots de merci. Merci à mon ami Jean-Marie Quéroy, le maire de ce village, d'avoir pris cette initiative depuis de nombreuses années pour refaire vivre la mémoire et sortir plusieurs familles tragiquement disparues de l'oubli. Mais merci aussi forcément à Rémi Durens, qui est aussi élu municipal, et à Bernard Reviriego, qui sont des historiens du fond de l'âme. L'un est agrégé d'histoire, si je ne me trompe pas, Rémi. L'autre travaillait aux archives départementales. Et ce sont ces deux hommes-là qui, aux côtés de Jean-Marie, eh bien, ont permis de nous amener aujourd'hui devant vous. Je m'exprime en tant que président du département, mais je m'exprime aussi au nom de mes collègues. Bruno Lamonnerie, qui est élu du secteur et qui est le premier vice-président du département, et Jacques Ranoux, à qui on a attribué une délégation. Cette délégation, c'est la délégation de la mémoire. Et je voudrais revenir sur ce que Bernard a dit. La Dordogne, c'est un pays qui a connu des atrocités. Et tu l'as dit, Bernard, plusieurs centaines de Périgourdins ou de personnes résidant en Périgord ont été massacrés pendant cette guerre-là. Parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils étaient communistes, parce qu'ils étaient francs-maçons, parce qu'ils étaient espagnols, parce qu'ils étaient étrangers, parce qu'ils étaient résistants. Et dans beaucoup de villages de notre département, on trouve des stèles. Et on trouve les stigmates aussi, des passages des divisions allemandes. À Mouleydier, où la moitié du village a brûlé. À Rouffignac, où la moitié du village a brûlé. Cette horreur-là, on l'a connue aussi à travers deux rafles organisées à Périgueux. Une en 1942, une en 1944. Elles ont visé d'abord les juifs étrangers, et puis après les juifs français. Mais elles ont visé aussi, dès le début, ceux que j'ai cités avant. Les communistes, les francs-maçons, les étrangers et ceux qui résistaient. Je crois que ces atrocités-là, il faut garder à l'esprit qu'elles ont été commises forcément par le régime de Vichy, qui avait fait le choix de la collaboration. Mais elles ont été commises aussi par des Français qui, eux, appliquaient ce que le régime de Vichy leur a demandé. Et c'est assez glaçant de savoir ce que ceux qui ont organisé ces rafles, eh bien, sont nos voisins, sont peut-être nos amis aujourd'hui, ou étaient peut-être nos collègues. Je crois que personne ne doit oublier qu'une partie de la population de notre pays a été collaborationniste. Alors au début, forcément, ils ont cru que Pétain allait nous éviter la guerre, mais ça n'a pas duré. Et le régime de Vichy, il faut se le rappeler aussi, a mis les premières mesures de restriction en direction des Juifs, avant même que les Allemands le lui demandent et le leur demandent. Donc je crois que ces atrocités-là, elles nous ont marqués à tous. Mais tu as dit, Bernard, aussi, la Dordogne, c'est aussi un beau pays. Je ne sais pas si ça vient du fait qu'il y a 20 000 ans sur cette terre, des gens qui nous ont précédés. C'est pas très vieux, 20 000 ans. Des gens qui nous ont précédés ont pu, d'une façon artistique, montrer peut-être, créer ce qu'aujourd'hui on considère comme un trésor de l'humanité. Je ne sais pas si parce que les troubadours qui faisaient la tournée des cours royales au Moyen-France, en Europe, chantaient des chansons d'amour en occitan. Je ne sais pas si c'est parce que Montaigne
a écrit que la sagesse commentait par l'étude de soi. Je ne sais pas si c'est parce que la Boétie a écrit que si nous étions asservis, en vérité, c'est parce que nous le voulions bien et qu'il ne tenait qu'à nous de ne pas être asservis. Je ne sais pas si c'est parce que plus loin, Eugène Leroy a décrit, comme Victor Hugo l'a fait, le peuple périgourdin dans ses souffrances et dans la répression dont il a été victime de la part de ce qu'on appelait à l'époque les seigneurs. Je ne sais pas pourquoi, mais sur cette terre, en effet, il y a des braves gens. Il y a des braves gens. Il y a des gens qui, sans rien dire, ont mis leur vie en péril pour la nuit aller à bicyclette dans la sous-préfecture de Sarlat en partant de Mazaïrol. Je sais ce que je vous dis. Faire des faux papiers ou obtenir des nouveaux papiers. Il y a des gens à la préfecture de la Dordogne qui eux-mêmes, au péril de leur vie, ont fait des faux papiers. Il y a des gens tout simples dans les campagnes qui ont caché des juifs et qui ne les ont jamais dénoncés. Il y a des villages entiers qui ont caché des familles juives et qui à aucun moment ne les ont dénoncés. Je crois que ce n'est pas le hasard, tu l'as dit Bernard, si ce département a fourni un nombre de résistants supérieur à la moyenne nationale, où on retrouvait beaucoup d'étrangers, là aussi. Mais si ce département a aussi fourni des justes en très grande quantité, je ne sais pas pourquoi, mais il n'empêche que c'est le cas et il faut en être fier. Le département, face à ça, à cette situation, a décidé de créer une délégation au devoir de mémoire. Elle est confiée à Jacques Ranoux, qui, pour ceux qui ne sont pas d'ici, est le fils d'Hercule. Hercule, c'était un personnage éminent de la résistance en Dordogne. Et nous avons décidé, au-delà de cette délégation, de créer un centre départemental de la mémoire et des résistances, d'hier à aujourd'hui. Et nous avons situé ce centre dans le lieu de la mémoire départementale, à savoir les archives départementales. Nous avons aujourd'hui une exposition sur la période, toute la période de la guerre, de 39 à 45 dans le département. Et si je regarde mon papier, c'est parce qu'à l'automne, nous aurons des animations, comme nous avons organisé des animations dans tous les collèges de Dordogne, justement pour que la mémoire ne soit pas perdue. Et il y aura une série de conférences qui seront données par Bernard Rivière-Ego, qui est ici, par Patrick Ranoux, qui est le frère de Jacques, par Fabrice Grenard, qui est un historien, par Jean-David Mormand, qui prépare une bande dessinée sur la résistance en Dordogne. Toutes ces actions, nous les menons avec les anciens combattants et les représentants du monde des anciens combattants et résistants de la Dordogne. Nous les menons avec nos outils culturels, l'association culturelle de la Dordogne, mais aussi Ciné-Passion, et nous les faisons parce que nous espérons changer le monde. Nous espérons toujours que les atrocités passées, parce qu'elles ne seront pas oubliées, permettront aux hommes de demain de vivre en solidarité et en fraternité. Merci de m'avoir écouté. Mesdames et messieurs les membres et représentants des familles déportées de Chervé-Cuba, monsieur le maire, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le conseiller départemental en charge du devoir de mémoire, monsieur le président de la communauté de communes, mesdames et messieurs les élus, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les représentants des associations mémorielles, mesdames et messieurs, en cette journée radieuse de fin d'été, et parce que le représentant de l'État que je suis préfère s'incliner et s'effacer devant la mémoire des déportés, je commencerai par laisser parler un philosophe qui a échappé miraculeusement à la déportation, Vladimir Jankélévitch. Chaque printemps, les arbres fleurissent à Auschwitz comme partout, car l'herbe
n'est pas dégoûté de pousser dans ces campagnes maudites. Le printemps ne distingue pas entre nos jardins et ces lieux d'inexprimable misère. En effet, nous avons tous à l'esprit des images d'Auschwitz en hiver. Mais là-bas aussi, la nature revit à chaque printemps, resplendit en été, s'éteint doucement à l'automne, et dans ce cycle, tout semble oublié, comme s'il n'y avait pas un avant et un après la Shoah. La nature oublie, et l'oubli est naturel. Mais nous autres, humains, nous ne pouvons digérer comme elle le scandale de ce qui s'est passé ici. Ces familles enlevées à la communauté villageoise qui était devenue la leur pour être exterminées. Ce passé ne passe pas. Il ne peut ni ne doit passer. Il en va de notre propre humanité et de notre dignité. N'oublions donc jamais Lina et Rosa Krapati, Jenny, Ignace et Alfred Prince, Cécile Rothenauer, Rivka et Jacques Rosinski. Ces vies sont irremplaçables. Le crime, irréparable. La faute, inexpiable. Ces vies sont en effet irremplaçables. Il en va donc non seulement de notre humanité à nous aujourd'hui, mais aussi et surtout du passé lui-même, qui peut lui aussi périr et emporter définitivement ses vies précieuses. Il faut alors nous souvenir, parce que, et je cite encore Jean Kelevitch, les déportés, les fusillés, les massacrés n'ont plus que nous pour penser à eux. Si nous cessions d'y penser, nous achèverions de les exterminer. Et ils seraient anéantis définitivement. Pour autant, ajoutait-il, on n'est pas quitte envers ces vies précieuses, envers ces résistants et ces massacrés, parce qu'on a célébré une fois l'an la journée de la déportation, prononcé un discours, fleuri une tombe. Que faire alors? Quand il s'agit de résistants, de combattants, de héros, nous avons une dette envers eux, qui sont morts pour notre liberté et pour l'honneur de notre pays et de notre État, qui s'était tant compromis. Nous devons nous montrer dignes de leur héritage et agir en conséquence. Mais quand il s'agit d'enfants, de familles, de personnes pourchassées, non pas tant pour ce qu'elles pouvaient faire, et en effet de nombreux juifs avaient rejoint la résistance, mais pour ce qu'elles sont, pour le seul fait d'être juifs. Que pouvons-nous faire si nous souvenir et commémorer ne suffit pas, et si leur innocence, leur existence dans sa simplicité, dans sa nudité, ne peut en faire un exemple dont s'inspirer pour aller de l'avant? Il nous faut nous arrêter, nous recueillir au-delà des jours de commémoration, méditer le mal insondable et absolu sur lequel le temps n'a pas de prise. Je cite encore, le temps qui émousse toute chose, le temps qui travaille à l'usure du chagrin, comme il travaille à l'érosion des montagnes, le temps qui favorise le pardon et l'oubli, le temps qui console, le temps liquidateur et cicatriseur, n'atténue en rien la colossale hécatombe. Au contraire, il ne cesse d'en aviver l'horreur. Il ne cesse d'en aviver l'horreur parce que plus nous y pensons, moins nous trouvons les mots pour ce qui dépasse l'entendement et la conscience morale. Mais aussi, comme le souligne Jean Kelevitch, parce que, s'agissant d'un crime à l'échelle mondiale, écrit-il, les preuves ne dépérissent pas avec le temps, mais au contraire, elles se multiplient. Et c'est ce qui a été fait ici, non seulement se recueillir, mais aussi recueillir les preuves. Si en fait le temps ne permet plus guère de juger les auteurs de ces crimes contre l'humanité, qui en droit peuvent être jugés sans limite dans le temps, il profite néanmoins au travail lent et patient des historiens. Les preuves que les historiens rassemblent permettent alors de restituer aux victimes leur humanité, contre sa négation par les nazis et leurs collaborateurs zélés, contre sa négation par principe et jusque dans leur méthode, qui les avait privés de nom, de sépulture et même du respect de leur corps. Travail méthodique des historiens, véritable enquête policière, diront certains, comme Rémi Durins, que j'ai lu hier dans la presse. Ce travail, cette véritable enquête policière, eh bien, il me semble qu'elle prend le contre-pied de celui de la Gestapo et de la police de Vichy.
Il répare en quelque sorte la déchirure, sans pouvoir inverser le cours du temps, ni rendre à leurs familles celles et ceux qu'on leur a arrachés. C'est ce travail qui a été réalisé ici que nous saluons tous ensemble, en rendant avant tout hommage à la mémoire des déportés de Chervé-Cuba et de tous les déportés.